Agression rwandaise, quelles sont les origines, comment se présentent les choses et comment proposer bien sûr le piste de solutions pour requinquer les choses, pour arranger les choses bien évidemment. On en parle aujourd'hui dans cette émission spéciale que vous propose Univers qui Magazine avec Victor Asuka, expert en relations internationales bien sûr, avec qui on va partager nos 35 minutes que les techniques nous a certainement accordé. M. Asuka, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur les journalistes. Sentez-vous très à l'aise sur ces plateaux? Bien évidemment. Je vous signale également que je suis accompagné aujourd'hui de Bienvenue Léman, éminent journaliste de l'Univers qui Magazine avec qui on va partager ces micros, bien sûr. Bienvenue Léman, bonjour et bienvenue. Bonjour Israël, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour Monsieur Guy. Bonjour, monsieur Israël. C'est déjà la thématique, elle est bonne, elle s'annonce déjà bien et surtout nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous un expert à la matière et je vous fixe rendez-vous en tout cas de ne pas nous zapper mais surtout d'être scotché parce que les bonnes choses seront dites au cours de cette émission. Merci. On va sûrement parler de l'agression rwandaise sur la République démocratique du Congo, mais permettez-moi de vous rappeler les grandes lignes de cette émission. On va commencer par les origines, on va passer du côté de comment se présentent les choses bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dites. On doit brosser la question et puis on va terminer par des propositions. M. Souk est sorti certainement de son silence pour venir proposer afin qu'on puisse changer un peu la donne parce que ça nous a pris beaucoup de temps. Il est congolais, citoyen congolais tout simplement. Il est venu donner son expérience par rapport à cette question épineuse qui dérange beaucoup de personnes. Mais c'est ce que je reviens à vous. Merci. À titre de présentation, une brève présentation pour que les téléspectateurs puissent avoir une idée sur vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que ça valait la peine de se présenter. Je suis ici dans un autre carcan. Je ne suis pas ici comme diplomate de carrière, moins encore comme énarque. Mais je réponds à cette invitation par rapport à mon domaine de prédilection. Vous l'avez dit, je suis expert de questions internationales, de relations internationales, géopolitique, géostratégie. C'est dans ce cadre que j'ai répondu à votre invitation. Alors, on va brosser beaucoup de questions. On va parler également de l'apport de musiciens dans ces rififi qui règnent. Okay. On va parler de religieux également. Alors, nous commençons d'abord par les origines. Alors, vous êtes scientifique, sûrement vous avez consulté beaucoup de choses pour s'approvisionner de fruits ou de racines de cette agression. Alors, en termes des origines, comment vous pourriez répondre à cette question? Merci pour la question. Vous savez, messieurs les journalistes, il y a un auteur, un éminent auteur de relations internationales, Raymond Aron, qui disait les moments de crise, les moments de vicissitude, les moments de conflit incitent à la méditation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut s'asseoir, il faut se mettre ensemble, réfléchir autour des causes. Les conflits, quels qu'ils soient, dès lors qu'on n'arrive pas à en savoir les causes, eh ben, on échoue. On échoue sur toutes les lignes. C'est la première chose. D'où la question autour des origines, etc. Eh bien, évidemment, il y a des origines très lointaines, il y a des origines présentes, et je pense que ça vaut la peine d'en parler. Je ne serai peut-être pas dans le carcan journalistique, c'est-à-dire le tintamarre journalistique, celui descriptif ou historiciste, ou narratif du journaliste, on tue, on vole, on fait ceci, ça c'est bien bon. Mais je pense qu'il faut aller dans les causes profondes de cette guerre. Les conflits qui sévissent à l'est du pays, c'est les conflits, je dirais, le plus légirbe de l'histoire, négativement chargé. Beaucoup de morts, beaucoup de pertes. On parle de génocide, on parle des crimes contre l'humanité, on parle des crimes de guerre, etc. Mais encore faudrait-il que le grande puissance vous accorde du crédit ou du chiffrage à tous ces narratifs. Est-ce du génocide, est-ce des crimes de guerre? Ça dépend de... Parce que la Cour internationale de justice et stabilité a qualifié les infractions. On est parfois dans ces narratifs perdus. La guerre à l'est du pays, la guerre à l'est du Congo, ça fait maintenant plus de 2 décennies. Vous savez, je l'ai dit d'entrée de jeu que je ne serai pas dans le... Je ne vais pas emprunter les narratifs journalistiques ou le narratif historiciste.
il y a suffisamment de la matière là-dessus. Il y a par exemple l'ouvrage de Pierre Onana qui décrit exactement ce qui se passe à l'est du pays. Bien plus, certains écrits, certaines analyses qui s'inscrivent dans ce sens. Moi, je sors de ces carcans journalistiques, de ces carcans historistiques. Je vous dis que c'est un conflit géopolitique. Géopolitique pourquoi? Allons d'abord dans les faits. Nous sommes pendant la guerre froide. La guerre froide, ça vous dit quelque chose. Entre le bloc capitaliste et le bloc socialiste. À l'époque, les Zaïre étaient les bons enfants. Les bons enfants, pardon, du camp capitaliste, du camp américano-européen, etc. Et par rapport à cette guerre-là. Après la fin de la guerre froide, les Américains ont réfléchi, les Anglo-Saxons. Parce que je l'ai dit au départ, il faut identifier les acteurs, n'est-ce pas? Ceci permet de prendre des mesures idoines, plutôt que de spéculer, plutôt que de se plaindre à longueur de journée, comme la loi des 12 tables accusait les Rwandais, l'Ouganda, etc. Peut-être qui ne sont peut-être pas des acteurs directs par rapport à ce qui se passe à l'est du pays. Les Anglo-Saxons, vous avez étudié, nous avons tous étudié l'histoire, la géographie, etc. Vous connaissez David Livingstone? Oui, ça vous dit quelque chose? Diego Cao, tout. Livingstone, c'est un Anglais, je pense. Et Diego Cao, c'est lui qui découvre l'embouchure du fleuve Congo. N'est-ce pas? On dit que ce sont des explorateurs. Ce n'est faux. Ce sont des agents des services secrets de toutes ces puissances européennes. Vous ne partagez pas l'avis? David Livingstone et Diego Cao étaient vraiment venus pour une mission. Vous ne partagez pas cet avis? Quelle mission? La mission a un objectif. Ils avaient sûrement atteint leurs objectifs. C'était l'exploration. L'exploration, c'est les renseignements. Quand on vient explorer, c'est pour savoir dans tel espace il y a ça. Et on fait les rapports. C'est d'ailleurs à partir de leur exploration, c'est d'ailleurs à partir de ces rapports que l'Afrique a été colonisée, a été découpée. C'est l'histoire. Livingstone, c'est qui? Je pense que ça devait être un Anglais, quelque chose comme ça. Diego Cao, c'est un Portugais. On devait d'abord commencer à définir la mission pour laquelle ils étaient venus. C'était l'exploration. En fait, tout se passe dans l'inédit parfois. Ça s'appelle, en relation internationale, la tactique des faux pivots, où on présente les fausses prétentions tout en regardant les vraies prétentions. Quelles étaient les vraies prétentions de cette exploration? C'était la quête des espaces. C'est là où intervient la géopolitique. L'espace. Dans l'histoire, etc., Diego Cao, il découvre l'embouchure du fleuve Congo. Et juste après, à partir des rapports qu'ils ont publiés, il y a eu l'idée de coloniser, de partager l'Afrique, etc. Voilà la colonisation. Alors, maître, s'il vous plaît, est-ce que, au regard de tout ce que vous venez de dire, quelle nature doit-on donner à cette agression dont fait face la République? C'est là où je reviens. C'est-à-dire que le problème du Congo, ça date de longtemps. Ça date de l'environ de très loin. Horizon de très loin. Ce sont des Anglais qui ont découvert le Congo. Ce ne sont pas des Belges. Comment ça? Mais bien sûr, je parle de Livingstone. Livingstone, ce n'est pas un Belge. C'est un Anglais. Et c'est d'ailleurs à partir de leurs rapports que Léopold II va se saisir de la situation pour venir coloniser le Congo. Mais c'était quoi l'apport de la Belgique? L'apport de la Belgique. Quel apport? La Belgique cherchait des espaces. On en parlait de ça. La colonisation belge, c'était... la Belgique avait développé ce qu'on appelle une colonie d'exploitation. Le problème du Congo, c'était un problème géopolitique. Le problème d'espace, le problème de minerais, le problème des ressources. Depuis la nuit du temps. La colonisation, c'était autour de ça. Alors M. Souka, vous avez parlé des espaces. Je parle des espaces. Oui, on doit traiter bien évidemment les causes avant de... Justement, exactement. C'est là où je reviens, vous m'avez pris la parole. En fait, le Congo, ce n'est pas un État comme tout autre État. Un pays potentiellement riche, avec ses ressources, avec ses minéraux, avec ses eaux, avec ses lacs. C'est une bénédiction. Ce n'est pas n'importe quel pays, ce n'est pas n'importe quel État. Du point de vue géopolitique. Justement, Mobutu, il joue un rôle, n'est-ce pas, pendant ces conflits Est-Ouest. Et finalement, les décideurs du monde, les grandes puissances se sont dit, les puissances victorieuses de la guerre froide, notamment les puissances héros américaines, les Américains et puis les Européens, ils ont mis en exergue ce que j'appelle une nouvelle dictée géopolitique dans les Grands Lacs. Avant cela, il a fallu passer par le génocide rwandais. C'est un élément déclencheur. C'est un élément déclencheur. J'avoue qu'il y a eu génocide au Rwanda. Mais quelles sont les causes de ce génocide? Au-delà de celles mises en exergue, quelles sont les vraies prétentions de ces génocides du Rwanda? Tout cela répond à ce que nous appelons en relation internationale la théorie du chaos constructeur. Vous voyez? La théorie du chaos constructeur. Les Américains, les Anglo-Saxons, je parle de Livingstone en connaissance de cause.
Les Américains voulaient faire les retours dans les Grands Lacs. Parce qu'ils ont compris une chose. Ils ont compris que balkaniser le Congo, c'est pas impossible, c'est improbable. Probable. C'est improbable. Voilà. Pourquoi? Parce que toute balkanisation, toute sécession, il faut partir de bases sociologiques. Il faut tabler sur le vouloir vivre collectif d'un peuple. Les Congolais n'aiment pas la balkanisation. Vrai ou faux? Exactement. Où qu'il soit. Lorsqu'on parle balkanisation, il y a soulèvement, il y a révolte, il y a bruit, il y a tollé, etc. Il y a des marches, il y a des manifestations. Parce que notre vouloir vivre collectif est basé sur l'unité. Que je sois de l'ouest, que je sois de l'est, lorsqu'on parle balkanisation, il y a le mot partout. Donc on ne peut pas partir sur les bases sociologiques pour balkaniser le Congo. Terminer cette étape pour évoluer. Et qu'est-ce qu'on fait? Le problème, ce n'est pas la balkanisation. Parce que quand on dit balkaniser, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des États. Le problème de l'Occident est celui de balkaniser le Congo, mais sont faux. Le problème de l'Occident, c'est l'accès aux minerais. Pas balkaniser, donc on doit laisser... Ils n'ont pas besoin de balkaniser le Congo. Ils ont besoin d'accéder aux minerais de manière illicite. Mais ce n'est pas une façon de vouloir d'abord chercher à balkaniser la RDC pour mieux profiter de ces minerais. Mais écoutez, lorsque vous balkanisez, quand on balkanise, vous pensez qu'on fait quoi? Balkaniser un pays, c'est quoi? C'est créer des petits États, n'est-ce pas? Admettons qu'on puisse se balkaniser, etc., une partie de notre pays. Ce sera un gouvernement, ce sera un État. À part entière. Au vrai sens du mot, qu'il y aura un gouvernement, qu'il y aura un président. Et avant d'y accéder, il faut signer des contrats, et la légitimité, la souveraineté, n'est-ce pas? Il faut signer des contrats, il faut signer des partenariats pour accéder. Vous voyez un peu ça? Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin juste de créer ce chaos qui est à l'est là-bas, cette prolifération de groupes armés. En fait, pour accéder aux minerais facilement, ça passer les contrats avec le gouvernement, ça signer des partenariats avec le gouvernement. Et c'est facile. C'est ce qui se passe à l'est du pays. Alors, monsieur Victor, vous êtes, j'ai toujours rappelé que vous êtes expert Bien en sûr. relations internationales, donc Bien, vous bien, avez bien. vraiment les monopoles de répondre à toutes les préoccupations Merci. et des téléspectateurs. Alors, vous avez souligné quelque part que Ouais. vous croyez plutôt Ouais. au génocide rwandais. Et aujourd'hui, lorsque les Congolais parlent de génocide en RDC, vous y croyez aussi ou bien vous en doutez encore? Vous savez, les faits sont là. Les génocides, c'est l'un des crimes, les crimes internationaux. Nous avons les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes d'agression et les crimes de génocide. Mais la définition, il ne revient pas à un gouvernement de s'élever et dire que voilà, il s'agit du génocide. Même si les faits sont tels que on ne peut pas, sans passer, on ne peut pas contredire le fait que ce qui se passe à l'Est, ça répond clairement et Au génocide. bien sûr. Bon, génocide, je pense qu'il faut penser, il faut parler de crimes contre l'humanité. Pas les génocides. Il y a une différence entre crime contre Bien l'humanité évidemment. et un génocide. Bien évidemment. Laquelle? Quelle est Bon, cette on différence? peut dire génocide parce que, bon, les jargons génocide, parlons génocide. L'extermination d'un peuple sur base de son origine ethnique, de son attachement à une religion, je ne sais pas. Ben, ce qui se passe à l'Est, je pense qu'on peut plutôt parler des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Alors, M. Souka, vous avez parlé du génocide rwandais, Oui. mais pas vraiment du génocide congolais. Est-ce qu'on n'a pas su ou on n'a pas pu vendre notre génocide? Vous savez, le problème que nous avons dans ce pays, c'est le fait de nous adresser à ceux qui nous agressent. On appelle ça, S'adresser à l'ennemi. on appelle ça les syndromes de Stockholm. Qui sont à la base de ce qui se passe à l'Est? Et pourquoi aller vers eux pour trouver des solutions idoines? C'est irréfléchi. C'est irréfléchi. Alors, prenons le deuxième point directement. On a parlé des origines. Parlons maintenant comment se présentent les choses. Tantôt, on parle de la diplomatie agissante. Je ne sais pas si l'expression déjà diplomatie agissante dans les relations internationales existerait. Je parle de l'expression, bien sûr. Diplomatie agissante. Nous partons de ces côtés-là. De l'autre côté, nous achetons des armements pour nos militaires. On forme ainsi de suite. Alors, est-ce que sur le plan actuel, nous évoluons quand même bien? Moi, je pense que les gens doivent être patients par moment. C'est un conflit qui date. Un conflit à géométrie variable, le plus complexe qui puisse exister, à mon sens. Il faut y aller mollo mollo. La diplomatie agissante. Et de l'autre côté, vous avez parlé
Et l'armée. Et l'armement. En fait, ça répond à ce que nous appelons en relations internationales les soft power et les hard power. La diplomatie existante, vous avez vu la dénonciation de ce qui se passe à l'Est, comme jamais auparavant. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, il en parle à longueur de journée, il dénonce les accords signés entre le Rwanda et l'Union européenne, etc. Ça s'inscrit dans le cas des soft power. Et actuellement, la communauté congolaise, la diaspora congolaise, les joueurs qui sont même impliqués dans la dénonciation, en fait, ça entre dans le carcan de ce que nous appelons en relations internationales les soft power. Et de l'autre côté, il faut faire la guerre. Il faut empêcher à l'ennemi de conquérir les espaces. Vous voyez? Et nous avons vu l'effort qui a été engagé au niveau de l'armée. Nous avons actuellement plusieurs unités, les forces spéciales, et qui se battent à longueur de journée. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec Saké, ça qui n'est pas tombé comme prévu, parce qu'à un moment donné, nous avons pris conscience qu'il faut acheter les armes. Certainement, il faut dénoncer, mais il faut que sur le terrain, il faut faire quelque chose. Vous allez comprendre une chose, je reviens sur ce que j'ai dit, que le problème, ce n'est pas la balkanisation. Le problème, c'est le minerai, l'exploitation illicite des minéraux. Vous savez, ça fait combien de temps que Bunagana est occupé? Plusieurs mois, bien sûr. Une année, on part vers 2 ans ou quelque chose comme ça. N'est-ce pas? Ça qui est occupé. Mais c'est juste après que l'Union européenne signe un accord sur le minerai. Ça ne vous dit pas quelque chose? L'Union européenne signe un accord avec le Rwanda, n'est-ce pas? Sur le minerai stratégique. Le Rwanda n'a pas de minerai. Le Rwanda n'a pas de minerai. C'est paradoxal. L'Union européenne signe les accords avec le Rwanda, accord portant, je ne sais pas, minerai stratégique, etc. Sur le minerai qu'il n'en a pas. Mais ça veut dire quoi? Bunagana est occupé, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait de ces zones-là occupées? N'est-ce pas? C'est l'exploitation illicite de minerais illégaux, etc. Et c'est les Rwandais qui exploitent ces minerais et qui les vendent à ceux qui soutiennent sa politique. Vous comprenez? Les Rwandais qui n'a rien sur son sol. Les Rwandais qui n'a pas de minerais stratégiques. Mais l'Union européenne se permet, signe un contrat, signe les accords avec les Rwandais sur ce qu'il n'a pas. Mais allez-y comprendre. C'est pas sibyllin, c'est pas rébarbatif, c'est clair et net que derrière ce qui se passe à l'Est, il y a l'Union européenne, il y a les Anglais, il y a tout. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, moi, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est celui des conseillers aux politiques. Des conseillers aux politiques d'arrêter avec la spéculation, d'arrêter de croire à une communauté internationale. Je sais pas. Nous en parlons d'ailleurs. Vous avez récemment ici parlé de causes en disant que les problèmes est que nous discutons avec l'ennemi. Alors, est-ce que la communauté internationale, c'est une fiction ou c'est une réalité? Et quels sont les pays qui en composent, bien sûr? Écoutez, moi, je me suis toujours posé de questions. Je me suis toujours posé de questions lorsque j'entends parler de cette communauté internationale. Communauté internationale. J'avoue avec toute modestie que je fais les études internationales. Mais lorsqu'on me demande d'identifier cette communauté internationale, j'ai beaucoup de difficultés. Comment vous avez beaucoup de difficultés? Parce que la RDC ne cesse de crier aussi. Mais c'est une fiction, la communauté internationale. Ça n'existe pas. Ça n'existe Ça n'a pas. jamais existé. Mais ça n'existe pas. Une communauté internationale basée sur les valeurs. Écoutez, vous savez, la nature du système international, lorsqu'on vous parle de la nature du système international, le système international, ça veut dire, dans les jargons de tout le monde, ça veut dire le monde, pour vous faire comprendre. La nature du système international, quand vous posez cette question, la nature du système international est quoi? Anarchique. Anarchique pourquoi? Parce que les États sont en perpétuelle quête d'intérêt. C'est comme ça que moi, j'avoue, je suis partant qu'on parle des sociétés internationales plutôt que de la communauté internationale. Si tu demandes à tous ces politiciens, c'est quoi la communauté internationale? C'est comme dans, je parle de cette anecdote, dans la Bible. Vous savez l'histoire d'Élie et les prophètes de Baal. Ça vous dit quelque chose? Oui. Les prophètes de Baal, qui priaient, je ne sais pas, Baal, n'est-ce pas? Un Dieu invisible qui ne répondait pas, etc. C'est ça, en fait, la communauté internationale. Mais lorsque la République démocratique du Congo demande des sanctions, elle s'adresse exactement à qui? Parce que vous avez vraiment souligné que la communauté internationale n'a jamais existé. Et qui sanctionne en cas de dérapage Écoutez, ou encore de crimes de guerre? Nous sommes dans un système international hétérogène face à un droit international embryonnaire. Il y a la primauté de la puissance sur le droit. C'est ça même la nature du système international dans lequel nous évoluons.
Il y a un diplomate américain qui vient de mourir, je pense, l'année passée, Henry Kissinger, qui disait, je cite, un canon chargé vaut mieux qu'un livre de droit. C'est-à-dire? Mais c'est la puissance qui te permet d'évoluer dans le système international. Il y a encore une autre définition. Vous savez, les frontières d'un État, il y a des frontières juridiques tracées, etc. Les frontières d'un État se limitent là où se limite la force de ses armes. Vous savez, les Rwandais peuvent tirer à partir du Rwanda. Lorsque ces tirs s'arrêtent à Goma, c'est ça, Goma appartient au Rwanda. Il faut mettre des barrières géopolitiques, des barrières géostratégiques. Ce sont des armes. La communauté internationale, depuis que vous avez commencé à crier, depuis que vous avez commencé à faire appel à cette communauté internationale, qu'est-ce qui a changé? On nous tourne en bourrique. On nous tourne en bourrique. Il faut signer des partenariats qui fâchent. La MONUSCO est là à l'Est. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? La MONUSCO est là, ça fait combien de temps? Mais il y a déjà les retraits de la MONUSCO qui s'est fait. Les retraits de la MONUSCO, oui, parce qu'on en a marre. Parce qu'on en a marre. Parlons d'abord des églises. On a assisté dans des cultes d'action de grâce. Justement. Et dans des lois, je ne sais pas comment les qualifier. Alors selon vous, l'église pourrait se comporter comment? Est-ce qu'on doit seulement se réfugier du côté de la prière en disant que Dieu va nous aider, on va prier, Dieu va répondre par rapport à ce qui règne dans la partie est de notre pays? On doit changer des choses. Quel message transférez-vous ou vous allez envoyer de la part de pasteurs ou de religieux? Vous savez, cette question de la religion répond à ce qu'on appelle l'anthropologie politique. Les rôles de l'Église dans un État. L'Église a un rôle contestateur, les rôles d'accompagnement et puis un autre rôle, les rôles courtisans. Les rôles contestataires, c'est ce qu'on a vu pendant la colonisation où l'Église s'est levée pour dire non aux actions de la politique par rapport à l'esclavage, etc., la barbarie et tout. C'est les rôles contestataires de l'Église. L'Église peut se lever à un certain moment pour dire non aux politiques, aux actions de la politique, si celles-ci ne sont pas faites à toute légalité. La mauvaise gestion, par exemple, l'Église peut se lever et dénoncer. C'est un rôle contestataire. Les rôles d'accompagnement. L'Église peut accompagner les actions de la politique. Nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Quel est l'apport de l'Église? En fait, c'est autrement l'essence que prend votre question. Mais déjà, les églises au Congo, les églises de Ravel, moi je suis chrétien, les églises au Congo me disent, me font réfléchir en fait. Parce qu'on cherche réellement les saluts, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intérêt là-dessus? Est-ce qu'on ne voit pas le livre? Pas d'interrogation, on ne sait pas. Je suis en train de voir les veillées de prière, organiser le marche, etc. Mais ça date de longtemps. Mais rien ne change. Vous savez, le roi Salomon a demandé à Dieu une chose. Le roi Salomon a demandé à Dieu l'intelligence. C'est ça. Les Congolais ne sont pas intelligents? Non, nous parlons à l'Église. Le roi Salomon a demandé à Dieu l'intelligence. Vous savez ce qui se passe à l'est du pays? Les stratégies de Kagame, les stratégies anglo-saxonnes, les stratégies américaines, mais c'est de l'intelligence. Moi je pense qu'on lui est place d'envoyer, de demander à Dieu de tuer Kagame, de faire de veillées, de prières, de tout. Je pense que il faut peut-être demander à Dieu de donner de l'intelligence aux politiques, à ceux qui gèrent. Ceux qui ont la signature. Et on n'a pas besoin de faire tous ces tapages pour ça. On peut les faire en silence. Mais justement, Dieu c'est un esprit. On n'a pas besoin de ces tapages. Je peux comprendre ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Il y a M. Lucas, un pasteur d'origine congolaise, qui a, lors d'un culte, Il a mobilisé les Congolais. non pas seulement les Congolais, les fidèles de son église mais ça entre, pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Ça entre dans le cadre de ce que nous appelons les soft power. Il n'a pas demandé à ses fidèles de prier pour le Congo. Il pose les problèmes. Il pose la problématique. Il montre le fait, les réalités sur les terrains. Et il demande aux gens de gester, en fait. Ça c'est accompagner les actions de la politique qui vont dans ce sens-là. La dénonciation, ça entre dans les soft power. Plutôt que d'organiser des prières ici pour chasser, je ne sais pas, l'esprit, ça c'est rébarbatif. Nous avons parlé des églises. Il y a aussi, à part des églises, il y a aussi la mobilisation de la part des joueurs congolais, les internationaux, qui évoluent dans les pays étrangers. Et j'ai remarqué que lorsqu'il y a un but des Congolais, tout le monde cherche à dénoncer de sa façon l'agression dont fait face la... Mais ça, je suis pour ça. Je te dis que ça entre dans le cadre du soft power. Quels sont les résultats qu'on doit attendre? L'influence, actuellement, vous voyez en Europe, les gens commencent à s'intéresser à ce qui se passe à l'Est. Parce que depuis un certain temps, c'était dans l'inédit.
On ne parlait pas donc, de tout ce qui se passe à l'Est. Vous savez, lorsque ce sont ce sont des Américains, par exemple, lorsque ce sont des Anglais, lorsque ce sont des Européens qui sont derrière ce qui se passe à l'Est. Mais les crimes, là, les tueries, la barbarie, tout ça, on n'en parlait pas. Pourquoi on n'en parlait pas? Parce que ce sont eux-mêmes qui sont à la base de ça. Et maintenant, parfois, les peuples ne sont pas au courant de ce qui se passe. Maintenant, il faut sortir de ces silences-là et commencer à dénoncer. Mais on ne doit pas s'arrêter dans la dénonciation parce que nous avons raison, mais il faut maintenant agir. Et l'État agit par les actes, par des accords, etc. C'est ce que je recommande, c'est ce que nous recommandons. Merci beaucoup. Alors, Israël, je pense qu'on a décrypté les problèmes qui gangrènent la partie est de la RDC depuis plusieurs décennies. Ouais. Alors, il est aussi de notre devoir de pouvoir proposer des pistes de solutions. Comme nous avons reçu l'expert sur ce plateau, je pense que vous avez des pistes de solutions à proposer et au gouvernement congolais, mais aussi à ce que les Congolais doivent faire pour la part des choses ou la part des responsabilités. Vous savez, pour assujettir un État, il faut de l'intelligence pour le faire. Qu'est-ce qui fait la force du Rwanda? On s'est déjà posé cette question? Non. Parce qu'on parle de l'infiltration de l'armée, l'infiltration des services de renseignement, l'infiltration. Mais c'est de l'intelligence, c'est de l'intelligence. Vous voyez? Infiltrer quelqu'un, il faut le connaître, il faut l'étudier, en fait. Et quand on fait tout ça, c'est un travail intellectuel. C'est la tête qui agit. Le Rwanda n'y va pas seul. Le Rwanda a misé sur l'élite. Vous savez, au niveau interne, il ne manque pas de compétences dans ce pays. Il y a beaucoup de compétences dans ce pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on parle de fuite des cerveaux. Hein. Fuite des cerveaux. Vous savez combien de Congolais compétents sont en étranger qui ne veulent pas rentrer au pays? Concluons, M. Souka. J'arrive. Combien de Congolais sont à l'étranger qui ne veulent pas rentrer? L'élite, il faut travailler sur l'élite. Vous savez, Platon disait une chose, le grand maître Platon. Si riche, si puissant soit-il, le imbécile est inapte à gérer, à gouverner. La gestion. Ceux qui savent doivent gouverner. Qui attend dans l'armée? Quel profil ont-ils? Qui attend dans notre diplomatie? Quel profil ont-ils? Qui attend dans nos services de renseignement? Les profils. Les profils. Il y a des services qui doivent être à l'abri du népotisme, du tribalisme. Ça s'appelle les services d'intelligence. Mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On a compris. Mais aussi, je pense qu'on est place de financer les partis politiques qui ne font rien d'ailleurs, qui ne préparent pas les jeunes dans la gestion de la chose publique, on les voit. Je pense qu'il faut financer les centres de recherche. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, la matière est abondante. On a reçu pour vous M. Victor Asuka, il est expert en relations internationales. Sûrement, il est sorti de son silence pour parler de son pays, bien évidemment. Il a beaucoup parlé, il a parlé de beaucoup de choses, vous les avez retenues, bien sûr. Monsieur Victor Asuka, on vous dit un grand merci pour votre disponibilité. On a compris que vous avez la matière, mais la télé, c'est le temps, bien sûr. Vous avez compris également que nous sommes arrivés en terme de cette émission. Je dis un grand merci à André Kapassi pour son soutien. Également, de ce côté-là, je vois Molicho Justin, grand frère Marcel, et tous les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous ont suivis. Je pense que le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez concentrés et battons-nous, voulais-je dire, et battez-vous pour l'avenir de notre pays.